Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Nous sommes en pleine trêve, les trêves bien évidemment qu'on adore tous et toutes. Les trêves, un moment où on peut se poser des questions sur le FC Barcelone, sur ce qu'on a pu produire, sur ce qu'on va pouvoir produire, sur le mercato, sur Flick, sur certaines individualités. On commence tout de suite dans la vidéo FAQ. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, passons à la première question d'Emmanuel qui me demande « Salut le D, j'ai peur que Frenkie de Jong ne devienne un joueur lambda vu la qualité des autres milieux depuis le début de saison. Que peux-tu nous apporter en plus à part un surplus de milieu à ton avis ?» Alors Emmanuel, déjà, un surplus de milieu, c'est plutôt intéressant parce qu'on l'a vu, je ne sais pas si tu l'as vu depuis le début de saison, du côté du Barça, on a un blessé toutes les semaines. Du coup, un surplus, on verra si réellement on a ce surplus. Et en plus de ce joueur qui peut apporter encore plus de cordes à l'arc de Flick, donc c'est-à-dire qu'il peut remplacer d'autres joueurs, si un Casado est un petit peu fatigué, si un Pedri est un petit peu fatigué, tu as un Frenkie de Jong quand même qui est un joueur de qualité. Bien évidemment, on est tous d'accord. La saison dernière, il n'a pas mis l'intensité qu'il fallait, il n'a pas su démontrer qu'il était en capacité d'incarner ce fameux poste de numéro 6. On est tous d'accord par rapport à ça. En revanche, il ne faut pas tout oublier. Une nouvelle fois, moi vous me connaissez, je suis patient avec les joueurs. Je ne vais pas enterrer Frenkie de Jong pour une saison qui n'était pas réellement au niveau de nos attentes. Là, c'est un joueur quand même qui conserve des qualités impressionnantes et qui peut être très intéressant. Reste à voir maintenant comment Flick va l'utiliser. Il y a des chances sur les quelques minutes qu'on a vu qu'il ne soit pas réellement numéro 6, qu'il soit plus utilisé comme un joueur un petit peu plus box-to-box, plus numéro 8, plus à l'avant entre guillemets que l'année dernière. On va le retrouver peut-être des fois même aux abords de la surface de réparation, à vérifier bien évidemment, mais ça reste un joueur qui typiquement par rapport à un Casado, certes sera peut-être un petit peu moins important dans la récupération, dans le volume qu'il pourra mettre sur le terrain, mais en revanche dans sa qualité de pied, j'estime que Frenkie de Jong est supérieur à Casado. Donc typiquement en fonction des matchs qu'on aura, par rapport à notre adversaire et à l'adversité qu'on aura en face de nous, un de Jong sera peut-être plus pertinent qu'un Casado. Et une nouvelle fois, il rentre dans une rotation qui est super importante, parce qu'on l'a dit, Pedri a besoin de se reposer, Casado va pas pouvoir enchaîner tous les matchs titulaires, puis même peut-être Casado va connaître une baisse de régime. Frenkie de Jong restera un élément ultra important. Maintenant, c'est à lui de le décider. Il a accordé une interview avant qu'il revienne de blessure dans laquelle il semblait très motivé. Maintenant, il faut que ça se prouve sur le terrain. Deuxième question de Mohamed45 qui me demande « Penses-tu que le piège du hors-jeu peut fonctionner contre le Bayern et le Real Madrid ?» Je me demande la question personnellement, je vais te donner mon avis, je ne pense pas. Maintenant, ça ne veut pas dire que si je pense ça, c'est ce qui va se passer. Moi, je suis un petit peu frileux par rapport à ça. Alors, on l'a dit, pour l'instant, ça fonctionne superbement bien. Nos adversaires, ils sont hors jeu 50 fois par match. Notre alignement, il est quasi parfait. Maintenant, comme j'ai dit par rapport au match contre Alaves, c'est pas parce que notre alignement, il est parfait que forcément on ne va pas concéder. Au bout d'un moment, il y a la ligne médiane qui est présente. Et typiquement, un Bayern Munich, comme tu l'as dit, un Real Madrid, eux peuvent nous mettre en difficulté parce qu'ils ont des joueurs qui sont en capacité déjà de te déborder, de prendre l'espace. Tu as des lampes de lancement qui peuvent être intéressantes pour eux et tu as des joueurs en face des cages qui vont pas rigoler par rapport aux adversaires qu'on a eu. Donc moi, je ne suis pas très confiant par rapport à ça. Maintenant, ça ne veut pas dire que forcément on va être en difficulté. Mais en revanche, ce qu'il faut absolument aussi améliorer, c'est notre bloc de récupération. On l'a dit, cette ligne haute, elle peut être très importante. Elle peut rapporter beaucoup de choses positives au FC Barcelone, mais il faut qu'elle soit ajustée avec un bloc qui soit bien positionné de la part du FC Barcelone à la récupération. Donc c'est très important pour le Barça aussi dans les matchs d'avoir des temps de possession assez forts pour justement bien se positionner et entamer un gegenpressing au moment de la perte du ballon pour éviter que l'adversaire lui puisse lancer des joueurs en profondeur. Ça, c'est quelque chose à améliorer. On ne peut pas dissocier les deux. Cette ligne haute du hors-jeu et le bloc compact à la récupération du FC Barcelone. Troisième question de Junino qui me demande « Salut, que penses-tu de la titularisation de Ferran Torres presque à tous les matchs sachant qu'il est nul? C'est abusé, force à toi. » Un grand merci tout d'abord pour la force. Et ensuite, autour de ce cas, c'est vrai que c'est assez intéressant parce qu'on voit les entraîneurs défiler du côté du FC Barcelone et on voit toujours Ferran Torres avoir une petite place, avoir un petit peu de temps de jeu. Alors, il y a plusieurs choses par rapport à ça. Au bout d'un moment, il faut se rendre compte que si les entraîneurs défilent et continuent à mettre Ferran Torres, c'est qu'il y a une raison. C'est pas des fous. C'est pas Ferran Torres, il paye le club, je sais pas quoi, machin. C'est forcément si les entraîneurs décident de le mettre, c'est que le mec apporte un certain rendement. Alors moi, je pense qu'à l'entraînement, déjà, Ferran Torres, c'est quelqu'un de très, très professionnel. Ça, c'est important pour les entraîneurs. Ils voient quelqu'un qui est totalement impliqué, donc ça compte. Il y a aussi le fait qu'au FC Barcelone, typiquement, Ansu Fati, pour l'instant, n'est pas revenu à 100%. Les joueurs qui pouvaient être incorporés à ce demi-espace-ci sont peut-être un tout petit peu inférieurs que Ferran Torres à l'entraînement. Et ça, on le sait pas. C'est que les entraîneurs qui le voient.
fois. Et enfin, pour Flick, ce qui reste le plus important, c'est d'être à 100% optimal pour un match. Être en capacité de mettre 100% d'intensité, il l'a dit, il n'arrête pas de le répéter à toutes les conférences de presse. Ferran Torres, c'est un joueur qui ne se rechigne pas au niveau des efforts. Ça, c'est une garantie. Ballon au pied, on est tous d'accord que c'est catastrophique, hormis contre Bilbao. Contre Bilbao, une nouvelle fois, il a fait une très bonne partie, mais c'est un joueur qui t'apporte une garantie au niveau de l'intensité. Et Flick en fait une prérogative. Donc forcément, quand il a le choix, il va te mettre un Ferran. Maintenant, on va observer Flick sur ce qu'il va faire sur les prochains matchs. Enfin, Ferran Torres est blessé pour les 2 prochains mois, mais lui donnera-t-il une nouvelle fois confiance? C'est ce qu'il faudra regarder. Mais il ne faudra pas non plus s'entêter si Ferran Torres, dès qu'il est titulaire dans un match, il fait une prestation catastrophique. Ensuite, on a quasiment 3 questions en une de la part de Liad qui me demande « Salut, que penses-tu d'aller chercher Kimmich et Jonathan David qui sont en fin de contrat en 2025 ? Penses-tu que nous retrouverons une nouvelle fois le Frenkie de Jong de l'Ajax sous Flick ? C'était un joueur incroyable. Et pour finir, penses-tu à Haaland cet été puisque 2025 est une année d'élection et que Laporta a dit qu'il allait ramener un gros coup pour le mercato et impressionner les Coolers ?» Alors tout d'abord pour Jonathan David et Kimmich. Alors Kimmich, j'en ai très rarement parlé parce que j'aime pas trop parler de rumeurs de mercato. Je préfère en parler quand c'est fait. Kimmich, l'été dernier, ça aurait pu être très intéressant. Là, cette année, comme on a un Casado qui est arrivé et qui s'est affirmé, ça devient tout de suite un peu moins intéressant parce que Casado a à peu près les mêmes qualités que peut avoir un Kimmich, sans un peu la qualité de pied parce que Kimmich a une réelle grande qualité de pied, mais il apporte sur le terrain un peu ce qu'a apporté un Kimmich. Kimmich, c'est pas vraiment le numéro 6 qu'on attend tant du côté du Barça. C'est pas le Sergio Busquets. Bien évidemment, personne n'arrivera et sera Sergio Busquets, hein, il y en a qu'un seul, un joueur de ce niveau-ci, mais dans le positionnement, un peu ce type de réelle pointe basse. Kimmich n'avait pas ce rôle-là au Bayern Munich. Il ressemblait vraiment à ce que fait actuellement Casado. Du coup, je pense pas que Kimmich sera une solution pour le FC Barcelone. Maintenant, je ne serai pas contre sa venue si Flick le veut, parce que, encore une fois, je fais confiance au coach, mais pour moi, ce n'est pas une priorité ce jour-ci. Concernant Jonathan David maintenant, des rumeurs qui s'amplifient parce qu'il avait accordé des interviews où il disait que son rêve était d'aller au FC Barcelone. Un joueur en plus qui se révèle dans des matchs de Ligue des Champions, etc. Bon, ceux qui suivent la Ligue 1, vous le connaissez également depuis pas mal de temps. Un joueur qui est très souvent dans le classement des meilleurs buteurs justement du championnat de France. Moi, c'est un joueur qui peut apporter des qualités, qui est intéressant, qui a une qualité de finition et qui, comme tu le dis, peut être pourquoi pas intéressant dans une forme de rotation. Mais moi, j'ai un tout petit doute personnel autour de ce joueur-ci, c'est sa nonchalance. Tout le temps, quand je l'ai vu avec le LOSC, je voyais un joueur pétri de talent, vraiment qui était en capacité de faire de très bonnes choses, surtout techniquement, mais qui des fois se laissait aller. Un petit peu nonchalant dans cette équipe, pouvait faire mieux, pouvait conclure d'une meilleure manière, pouvait marquer encore plus de buts et qui se laissait un peu aller. Donc encore une fois, dans l'idée d'une certaine rotation, pourquoi pas, surtout si c'est libre, mais je ne suis pas le fan numéro 1 de Jonathan David. Par rapport à la question sur Frenkie de Jong, j'ai déjà répondu tout à l'heure. Et concernant Erling Haaland, oui, pour 2025, Laporta veut ramener un gros nom pour justement l'ouverture totale de ce nouveau Camp Nou. Mais je ne pense pas que ça va être réellement possible. Tout d'abord pour son prix d'achat, est-ce qu'on aura les moyens? Vraiment pas sûr. Est-ce que le joueur a envie de venir? Pas sûr non plus. Je pense qu'il ne restera pas toute sa carrière à City, bien évidemment. Et il y a une chance pour qu'il vienne un jour au FC Barcelone. Mais tout de suite, je ne suis pas sûr. Et enfin, je pense par rapport à l'argent qu'on aura, qu'il est plus intéressant de le placer dans divers positionnements et de mettre un petit peu moins d'argent plutôt que de racheter une énorme recrue phare qui n'est pas ultra prioritaire selon moi. Pour moi, c'est plus important de ramener un réel 6, plus important de ramener un réel ailier gauche, peut-être pourquoi pas même des arrières de côté pour concurrencer Baldé, pour concurrencer Jules Koundé, t'apporter encore plus de solutions pour la tactique d'Hansi Flick. Mais le numéro 9, Erling Haaland, oui, c'est clinquant, oui, bien évidemment, je ne vais pas refuser si ça arrive, mais je me dis que c'est pas prioritaire. Nouvelle question qui se rapproche un peu de la question qu'on a eue tout à l'heure sur le hors-jeu, mais cette fois-ci vraiment dirigée sur les joueurs de notre charnière centrale. Salut, penses-tu que notre charnière centrale Martinez-Cubarsí restera titulaire après le retour des blessés? Dans la relance et pour jouer le hors-jeu, on n'a pas mieux, mais face à des cadors qui savent se placer malgré le piège du hors-jeu, est-ce que la vitesse et la force d'un Araujo ne pourraient pas être plus pertinentes que Cubarsí, Martinez, charnière assez lente? Alors je suis assez d'accord avec toi sur cette problématique de défense qui peut paraître assez lente, dans le sens où oui, on l'a dit, on joue avec une défense très haute. Inigo Martinez et Cubarsí font un début de saison qui est vraiment formidable. Pour l'instant, les deux répondent présents. Martinez à un très haut niveau, Cubarsí sur sa lancée de l'année dernière. Mais c'est vrai que sur cette question de rapidité, Araujo est devant eux. Bien évidemment, ces deux-là ont une avance qui est aussi la qualité de pied, que là n'a pas Araujo. Le dilemme va être celui-ci. Est-ce qu'il faut plutôt ramener un joueur qui va te permettre dans la profondeur de gérer un petit peu mieux, même si Araujo est quand même en capacité de faire d'énormes erreurs, on l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça, mais en même temps
de perdre en qualité de pied ou vaut mieux avoir des joueurs qui soient un tout petit peu plus lents mais qui t'assurent une qualité de pied et une qualité d'alignement défensif? Ça va être le grand dilemme. Il faudra voir, ça sera à Flick de jauger. Est-ce que aussi Araujo mentalement sera totalement focus FC Barcelone, 100% intensité pour le Barça et pas la tête ailleurs? C'est aussi un des gros challenges de son retour. On aura le temps de bien voir ça. Flick aura le temps d'analyser tout ça. Ça devrait arriver aux alentours de janvier 2025. Avant-dernière question, cette fois-ci de Yanis qui aime bien me taquiner sur Rafinha et qui me demande cette fois-ci, alors tu veux toujours enlever Rafinha du 11? Bien évidemment en référence à la vidéo qu'on a fait avec Café Barça et mon 11 titulaire dans lequel je n'ai pas mis Rafinha. Bien évidemment la Rafinha, il n'y a rien à dire, c'est stratosphérique. C'est un niveau, tu peux pas l'enlever du 11. Il est indéboulonnable, il n'y a rien d'autre à dire. Le mec plane, le mec surfe sur le FC Barcelone. Il est à son prime limite avec le Barça. Totalement exceptionnel dans l'intensité, dans l'envie, même dans cette grinta un peu qu'il amène, dans le rôle de capitaine qu'il prend et qu'il assume entièrement. Rafinha ne peut pas être sorti actuellement du 11. En revanche, il faudra regarder face aux grosses équipes dont on a parlé tout à l'heure, Real Madrid, Bayern Munich. Est-ce que ce Barça de verticalité et moins de conservation est pertinent face à ces grosses équipes? C'est ça que moi j'ai dit par rapport à Rafinha. C'est de me dire, ah oui, avec Rafinha, tu as forcément ce type de nature, cette stratégie avec le Barça. Si tu mets plus un joueur de contrôle, on trouve une stratégie qui est totalement différente. Faudra voir si face à ces cadors-ci, le rôle de Rafinha est intéressant. Je ne mets pas en question le niveau du joueur, qui pour l'instant, encore une fois, est excellent. Il n'y a rien à dire. Je mets en rôle sa nature de jeu, qui t'amène à un Barça de jouer beaucoup plus dans la verticalité et qui des fois peut te mettre en difficulté. Donc par rapport à ça, peut-être qu'il y aura des réajustements, mais intrinsèquement parlant, sur le niveau du joueur, il n'y a rien à dire actuellement. Et dernière question d'un cher abonné, Boyan, qui me demande « Salut ED, maintenant que l'on va avoir des problèmes de riches au milieu de terrain, sauf blessure, est-ce que tu penses qu'on devrait se passer de Casado? Comment tu vois notre futur milieu avec tous ces joueurs? Est-ce que tu penses que certains devraient partir, genre Frenkie et Torre, pour renforcer le poste d'arrière gauche ?» Alors une nouvelle fois, comme j'ai dit dans une question précédente, le retour de tout le monde ne veut pas dire que plus personne ne va se blesser. Voilà, on est habitué aux blessures. Il va y avoir le retour de certains joueurs, certes, mais Gavi, il va falloir être patient avec lui. Dani Olmo, on sait qu'il est abonné aux blessures. Typiquement, Fermin Lopez, dans quel niveau il va revenir? Frenkie de Jong, est-ce que sa blessure, elle va être bien rétablie? Il va revenir à 100%? Tout ça, c'est des questions. C'est en suspens pour l'instant. On n'a pas de garantie par rapport à ça. Donc dire, on est sûr qu'on va avoir 8 milieux de très haut niveau, il n'y a rien de garanti pour l'instant. Ensuite, même si on a ces 8-là qui sont présents, Casado, je ne le jette pas. Par rapport à ce qu'il a montré, par rapport à ce qu'on nous a dit sur lui l'année dernière au Barça Athletic, il n'y a pas un monde où Casado, je le mets de côté. En plus, joueur de la Masia, il n'y a aucune raison pour laquelle je me débarrasse de Casado. Et après, en revanche, pour se débarrasser de Frenkie ou Torre pour ensuite ramener un arrière gauche, ce sera à voir de toute façon en fin de saison. Il y a encore plein de choses qui peuvent se passer. Imagine Frenkie de Jong, il fait une deuxième partie de saison masterclass, il est revenu à 100%, il est ultra important dans des matchs décisif. Jamais tu t'en débarrasses non plus, même si c'est pour ramener un arrière gauche. Donc il faudra voir par rapport à leur potentiel, par rapport à ce qu'ils produisent sur le terrain. Maintenant, c'est sûr que si tu vois un Frenkie de Jong qui est toujours pas impliqué, qui a du mal à se rétablir de sa blessure et qui rechigne un peu à faire les efforts sur le terrain, ah oui, là tu vas commencer à te poser les questions. Parce que oui, tu as un Casado qui, dans son volume, etc., peut te permettre d'avoir un joueur qui prend cette petite place de Frenkie de Jong. Mais dans l'absolu, moi je préfère avoir un large effectif, avoir plusieurs cordes à mon arc, plusieurs types de profils parce que ça reste des profils différents, que me dire il faut absolument vendre lui pour recruter un autre joueur pour l'instant alors qu'on n'est même pas en fin de saison. Voilà mesdames et messieurs, c'était mes réponses à vos questions, la FAQ de la trêve. Un grand merci justement de m'avoir posé ces questions-ci. J'espère que j'y aurais bien répondu. Une nouvelle fois, ça va porter à débat. Mais comme d'habitude, j'adore les débats en commentaire. Donc n'hésitez pas à commenter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Ciao.